Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, Jean-Louis Bourlange, essayiste, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Premier ministre, pire job de France ». Il est chapeauté ainsi, les défis qui attendent le nouveau locataire de Matignon sont colossaux. Une partie de la difficulté tient d'ailleurs au flou qui entoure ses fonctions et à la nature de sa relation avec le président. Le grand entretien de ce numéro est avec le politiste Bastien François et il est titré « Michel Barnier, un double déni démocratique », tandis que Delphine Dulon se penche sur ce qu'elle appelle l'anatomie d'une dérive et Anne-Charlène Bézina se demande ce qui se passerait si l'on se passait de Premier ministre. Notre prochain enregistrement public aura lieu le dimanche 13 octobre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Nous mettrons en ligne mercredi dans notre série « Si c'est pour la culture », on l'a déjà donné, le premier épisode d'un bada en série d'entretiens avec Thomas Patet, étudiant à l'école du Louvre, qui a publié une étude très originale sur l'anthropologie des chanteurs de cabaret, c'est-à-dire sur les acteurs de cette glorieuse période de la chanson qui courut de 1950 à 1975. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et que vous recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Nous ne vivons que de vos contributions. Vous pouvez nous les apporter en cliquant sur notre site, le lien « Soutenez-nous ». Nous nous intéresserons d'abord aux élections algériennes et aux relations franco-algériennes et franco-marocaines, puis au récent rapport Draghi. Pour ce qui est des élections algériennes et de leurs conséquences, le président Tebboune a été réélu le 8 septembre pour un second mandat avec 94,65% des voix selon l'autorité nationale indépendante des élections, tandis que Abdellahi Hassan Cherif, candidat islamiste du MPS, a rassemblé 3,17% des voix, et Youssef Aouchiche, le candidat du FFS, l'opposition laïque, 2,16% des voix. Le taux de participation officiel est de 48,03% selon une première estimation, donnée dans une communication un peu confuse. En réalité, ce taux de participation ne serait pas supérieur à 23%. Certaines évaluations, relayées notamment par le quotidien L'Opinion, le situent même à 10%. Troisième économie d'Afrique avec un produit intérieur brut attendu à 267 milliards de dollars en 2024, selon le FMI, l'Algérie s'est reconstituée un matelas de sécurité. Elle disposait de 69 milliards de dollars de réserves de change à la fin de l'année dernière. Mais le chantier permanent de la diversification de son économie, qui permettrait de sortir de la dépendance au gaz et au pétrole, est incessamment retardé, et notamment par les intérêts liés à ces deux secteurs dans les milieux dirigeants. Ambassadeur à 2 reprises en Algérie, Xavier Driancourt estime qu'en affichant un score pareil, le régime n'a aucune volonté de changement. Sur le plan économique, prolonge-t-il, les finances publiques tiennent par le pétrole, la grande répression va se poursuivre. Par contre, sur le plan international, le pays est significativement isolé. En effet, il existe, avec le Maroc, le Mali et la Libye, un arc de crise diplomatique qui devrait être l'un des plus gros dossiers du second mandat du président Tebboune. Cet été, une nouvelle brouille a mis aux prises Alger et Paris après le revirement français pro-marocain sur l'affaire du Sahara occidental. Le 30 juillet, Emmanuel Macron adressait au roi du Maroc, Mohamed VI, un courrier consacrant le ralliement de la France à la thèse de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Né bien après l'indépendance algérienne, le président français a multiplié depuis 2017 les gestes de bonne volonté pour construire une relation apaisée avec l'Algérie, notamment dans le domaine mémoriel de la guerre d'Algérie.
en vain les crises succédant aux brouilles avec Alger. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se tourne vers le Maroc où il devrait se rendre prochainement en visite d'État, tandis que sa visite en Algérie, un temps envisagée, n'est désormais plus évoquée. Sur cette question, Akram Belkaïd. Alors oui, quand on observe les élections algériennes vues de France, il y a toujours matière à sourire et à commentaires sur les scores quasi soviétiques du président Tebboune et, je dirais, de l'insignifiance des scores de ces deux opposants, de ces deux rivaux. Ce qui, à mon sens, est important sur le plan d'abord intérieur algérien, c'est que cette campagne électorale a été d'une médiocrité absolue et que les enjeux que vous évoquiez dans votre présentation, Philippe, stratégiques pour ce pays, n'ont guère été abordés. C'est un pays qui, par exemple, repose encore, malgré une image, malgré le cliché qui circule, c'est un pays qui repose encore sur son agriculture et qui fait face au réchauffement climatique de manière, je dirais, de plus en plus sévère, de plus en plus difficile. Ça vaut pour les deux autres pays du Maghreb. Et la question du réchauffement climatique est totalement absente du débat intérieur. L'autre question concernant l'Algérie, vous l'avez évoqué, et là on aborde la question internationale, c'est effectivement parce que d'habitude les scrutins se déroulaient et il y avait une réélection, une élection, et puis les choses continuaient selon je dirais, un tempo habituel. Là, il y a quand même cette situation assez inédite, assez, je dirais, inquiétante, cet arc de crise que vous évoquiez. L'Algérie a des tensions avec son voisin de l'Est, avec la Libye. Les tensions avec le Maroc, elles ne sont pas nouvelles, elles remontent à très longtemps, mais là, on sent bien qu'il y a une exacerbation de ces tensions, notamment depuis la rupture des relations diplomatiques. Mais la nouveauté, c'est aussi la situation au Sahel. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a eu un équilibre assez compliqué, mais un équilibre tout de même, notamment à l'égard du Mali, où l'Algérie et la France arrivaient grosso modo à s'entendre. La situation a totalement été rebattue par l'éruption d'une junte à Bamako qui ne veut ni de l'Algérie ni de la France. Et ça, en cela, c'est une situation assez intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier partenaire de la junte, enfin l'un des partenaires stratégiques de la junte malienne, c'est la Russie, c'est la présence de l'ex-milice Wagner dans les confins sahariens, et c'est une situation qui irrite au plus haut point les Algériens. C'est dans ce contexte-là qu'il faut replacer aussi le rapprochement franco-marocain, parce que la France aussi est en position délicate dans de nombreux pays d'anciennes colonies, d'anciens pays francophones, subsahariens. Or, le Maroc demeure une puissance influente en Afrique de l'Ouest, au Sahel, et donc c'est un allié potentiel pour la France, et ça pourrait en partie expliquer pourquoi Paris a franchi le pas. Bon, le soutien français au Maroc sur la question du Sahara ne s'est jamais démenti, mais les formes ont toujours été respectées de manière à ne pas irriter l'Algérie, et on a perpétué cet entre-deux où la France, sans jamais admettre officiellement la marocanité, puisque c'est l'expression du Sahara occidental, considérait qu'il fallait soutenir Rabat, notamment au niveau du Conseil de sécurité. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. Alors, la grande interrogation, c'est de savoir comment vont évoluer les relations franco-algériennes dans les prochaines années, à l'aune à la fois de cette question des relations avec le Maroc, entre le Maroc et l'Algérie, et aussi sur les questions de bisbis réciproques, récurrentes, sur la question de la mémoire, etc. L'année prochaine, en 2025, en France, on va célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Côté algérien, on va commémorer les massacres de Sétif et de Guelma de 1945. Donc, il y aura à chaque fois des dates qui seront propices à des montées en tension. Je terminerai par ce point qui me paraît très important, qu'on a déjà évoqué ici, mais qui mérite d'être rappelé, c'est que je pense que Emmanuel Macron tout en se rapprochant du Maroc, a peut-être été un peu trop vite en besogne, parce que je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de la France de donner quitus à l'un ou à l'autre sur cette affaire. C'est un pays où nous avons deux importantes communautés algériennes et marocaines,
Et je pense qu'on n'a pas pris la mesure des impacts qu'un affrontement direct entre Algériens et Marocains pourrait avoir sur, je dirais, l'Hexagone. Ce qui serait important, c'est vraiment d'être, non pas un arbitre, mais un conciliateur. Et la France a malheureusement, avec cette démarche initiée en juillet dernier, un peu érodé son rôle de conciliateur potentiel. Michaela Wiegel. Oui, j'aimerais revenir un instant sur l'exceptionnalité des circonstances autour de ce tournant diplomatique qui a été officialisé donc fin juillet, alors que la France avait déjà voté. Et donc, le Parlement n'a pas pu se saisir de cette question qui est quand même une décision, on vient de l'entendre, assez majeure pour l'avenir des relations aussi bien franco-marocaines que franco-algériennes. Et que, effectivement, ça correspondait à une évolution qui était prise, je dirais, depuis que Donald Trump, en décembre 2020, avait reconnu la marocanité du Sahara occidental. Alors à l'époque, effectivement, Emmanuel Macron n'avait pas approuvé cette démarche. Il avait même laissé entendre que c'était typiquement de la façon américaine de faire des deals, parce que, et ça n'a pas encore été mentionné, en contrepartie, le Maroc s'est engagé à établir des relations avec Israël. Et c'était effectivement dans le mouvement où les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan se sont aussi engagés à établir des relations avec Israël. Donc ça s'insérait dans une démarche plus large. Et le Maroc, malgré ce qui s'est passé avec les attaques du Hamas, est prudemment resté attaché à cette démarche. Donc je crois que c'est assez remarquable et ça explique probablement aussi pourquoi le président Macron a jugé bon de renforcer en quelque sorte la relation franco-marocaine, d'autant plus qu'il aimerait bien, avant la fin de son mandat, et normalement ça se prépare pour cet automne, faire sa visite au Maroc, qui a été jusque-là pas possible à cause des bouderies réciproques sur des enjeux comme, et là on retourne à Israël, comme les logiciels espions Pégase qui ont été utilisés massivement par le régime marocain, aussi pour espionner des responsables français, mais aussi ailleurs. Et d'ailleurs, après les États-Unis, Israël est un fournisseur de drones très important pour le Maroc aussi. Alors, sur les conséquences sur la relation franco-algérienne, sur cette prise de parti pro-marocain, je crois que ce qui a joué un rôle important, c'est effectivement l'échec total des tentatives quand même très très poussées du président Macron d'avancer dans la voie de la réconciliation mémorielle, d'avancer sur les non-dits, et on voit bien que malgré la commission Stora, malgré tous les efforts côté français de reconnaître des crimes français, il n'y a rien eu comme ouverture côté algérien. Et donc, ce qui est intéressant avec la récente décision, la France, au diapason des autres pays européens, notamment l'Allemagne, qui est aussi allée un pas de plus, même si elle n'est pas allée aussi loin que la France, dans la reconnaissance du Sahara occidental comme faisant partie du Maroc. Et l'Espagne a fait de même. Donc, la France revient en quelque sorte dans le courant majoritaire européen. Richard Verly.
Sur l'élection présidentielle elle-même, bien évidemment, on a la chance d'avoir Akram avec nous, donc je ne suis pas assez expert de l'Algérie pour la commenter, mais je pense qu'on peut dire que le vrai choix des Algériens a à nouveau été bafoué. C'est-à-dire que ce n'est pas une élection présidentielle démocratique, ce n'est pas une élection présidentielle qui a pris en compte l'ensemble des candidats. Et d'ailleurs, il semble, d'après ce que j'ai lu, que même le président élu, Tebboune, est un peu indigné par le résultat qui est beaucoup trop massif en sa faveur et que pour le coup, ça n'apparaît pas crédible. Donc un choix des Algériens bafoué dans un pays où la société, on l'avait vu avec les grandes manifestations de ces dernières années, est fondamentalement une société opposée au régime et elle, dans son fonctionnement, dans ses relations, bien plus démocratique que le régime ne le prétend. Donc c'est un pays où demeure un couvercle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, militaro-affairiste, je ne sais pas si c'est juste, mais il est clair que ce couvercle, il est toujours sur une marmite et que la marmite va continuer de bouillir et que ce n'est pas cette élection présidentielle qui va ramener le calme et une forme de consensus dans le pays. Sur le choix de la France, et qui se ramène un peu au choix d'Emmanuel Macron, mais tout de même, c'est un choix, à mon avis, opportuniste, mais qui s'explique peut-être, là je pose des questions, pas seulement par les relations officielles, pas seulement par les relations économiques, pas seulement par le fait que des pays comme l'Espagne ont déjà franchi le pas et qu'il faudra à un moment donné trouver un consensus européen. Il me semble que sur 2 sujets, la coopération du Maroc est devenue essentielle. Alors on sait que pour l'Algérie, c'est la question des migrants, mais là, la coopération, on n'arrive pas à la trouver. Il y a un face-à-face entre, d'un côté, l'Algérie et la France sur la question migratoire. Vous citiez Philippe, l'ancien ambassadeur Driancourt, ses interventions le prouvent. Sur le Maroc, il y a un besoin de coopération, et là, le Maroc semble enfin répondre dès lors que le pas a été franchi. Je citerai 2 aspects. Un qui est très important, c'est la criminalité liée à la drogue. Je me suis plongé dans cet ouvrage que je cite au passage, Maghreb Connection, chez Robert Laffont, publié il y a quelques années, qui fait l'inventaire à la fois de toute la criminalité liée, à l'Algérie, au réseau algérien en France et au réseau marocain. Il est clair que ces 20 dernières années, les réseaux marocains, notamment liés au trafic de stupéfiants, ont pris le dessus. Ce n'est plus du tout le banditisme algérien qui domine Marseille ou Paris. Donc là, il y a sûrement un besoin de coopération, et la condition de cette coopération, c'était probablement cette prise de position d'Emmanuel Macron. Et un deuxième élément, c'est l'aspect service de renseignement. Vous avez parlé de Pegasus, et ça m'amène à parler du 3e front, c'est le choix de l'Afrique. Aujourd'hui, tant la France que les États-Unis se retrouvent poussés hors d'Afrique de l'Ouest. La France dans un premier temps de manière spectaculaire, mais les États-Unis aussi qui n'ont pas pu conserver leur base au Niger. Il leur faut donc trouver un proxy pour continuer d'exercer une influence dans cette région. Et le Maroc, qui est une puissance très proche des États-Unis, on le sait, est un proxy idéal pour continuer d'exercer une forme d'influence. Donc voilà, je pense que choix des Algériens bafoués, choix opportuniste de la France lié à des nécessités, et choix d'une politique africaine pour laquelle aujourd'hui le Maroc est un bon véhicule pour l'influence de la France et des États-Unis. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi, quand j'ai vu que Philippe, après nous avoir évidemment demandé notre avis, avait choisi ce sujet, je me suis dit que c'était pas rigolo. Parce que vraiment, le double dossier est quand même un dossier, non, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, mais le double dossier est un dossier quand même particulièrement pénible et douloureux. Alors, sur l'Algérie, c'est quand même effrayant. Alors, je veux dire, ce que vient de dire Richard est assez admirable. Le président Tebboune qui dit « Mais qu'est-ce que j'apprends ? On aurait forcé les urnes. » Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Mais d'une façon générale, la relation franco-algérienne est vraiment pourrie jusqu'à la moelle. Et l'idée qu'une opération vérité servie par des historiens de renom comme Benjamin Stora, etc., puisse résoudre le problème est évidemment chimérique. Si vous ouvrez les pages, le livre des relations franco-algériennes depuis 1830, ce sont des vallées de sang, des rivières de sang qui coulent de part et d'autre.
Je ne pense pas que l'expression crime contre l'humanité qui avait été employée par le président de la République, assez malencontreusement sur le plan d'ailleurs de ses intérêts électoraux en 2017, était bon. Je pense que Oradour-sur-Glane non plus n'est pas un crime contre l'humanité. C'est un crime de guerre absolument massif. C'est autre chose. Je ne pense pas qu'il y ait eu intention de destruction, mais quand on voit ce qui a été fait sous la douce monarchie de Juillet par les généraux Bugeaud ou Pélissier, avec l'approbation, c'est la seule limite que j'ai sur mon admiration sans borne pour Alexis de Tocqueville, c'est qu'il a quand même cautionné tout ça d'une façon, à mon avis, un peu irréfléchie. Mais c'est évidemment absolument épouvantable. Ce sont des oradours toutes les 5 minutes, si je puis dire, des villages en fumée, etc. Ce qui s'est passé dans la guerre d'indépendance de l'Algérie a été aussi atroce, des deux côtés d'ailleurs, mais avec une violence extrême de l'armée française. Donc tout ça est atroce. Et les Algériens sont fondés à dire que vraiment on ne s'est pas comporté d'une façon satisfaisante. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas énormément contribué à la fabrication de la nation algérienne, par l'éducation, par la mise en culture, le développement par exemple de la Mitidja, etc. Enfin un développement économique considérable et l'invention de la nation. Raymond Aron disait que l'Algérie c'était un nationalisme qui avait précédé l'invention de la nation. En réalité, tout ça il y a des aspects positifs. C'est pour ça que je n'admets pas, moi, qu'on traite le colonialisme de crime contre l'humanité. C'est l'établissement d'une relation asymétrique de domination, avec tout ce que ça comporte, et qui est quand même un classique dans l'histoire. Mais c'est pas du même ordre. Mais tout ça est épouvantable et pèse, et nous ne voulons pas. Alors, ouvrir le passé, ça ne mène à rien. Moi, je me rappelle, je revenais d'Arabie Saoudite avec Le Drian, et on apprend dans l'avion qu'il doit répondre au Parlement 2 jours plus tard sur la crise des visas. C'était il y a 2 ans, et il dit bon, il faut réfléchir. Et je lui dis, écoute, c'est assez simple. Tu n'as qu'une chose à dire, le passé nous divise, l'avenir doit nous réunir. C'est évidemment une simplification. Mais c'est vrai. Or là, ça ne va pas. On n'arrive pas à régler aucun des contentieux. Là, j'ai dit ce qu'il fallait dire de négatif sur la France. Mais l'Algérie, c'est un régime épouvantable qui profite uniquement pour se maintenir, trouver une légitimité politique sur les crimes français qui remontent à des décennies, qui a complètement bloqué le système. Et ce que vous avez dit sur l'élection est épouvantable. Donc on est vraiment dans un système absurde. Et la preuve, ce qui me paraît le plus grave, c'est non seulement Driancourt dit il faut remettre les pendules à zéro sur les accords, peut-être, mais enfin ces accords qui ont été passés sur l'immigration, ils donnent des avantages aux Algériens, mais ils leur créent aussi des contraintes un peu différentes des autres. Enfin, c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est quand je suis allé en Algérie avec le président, on n'avait pas un programme terrible. La seule chose qu'on a demandé aux députés, c'est de se recueillir sur la tombe de Roger Hanin. Alors, je n'avais pas fait le voyage en Algérie pour rendre hommage au commissaire Navarro, mais enfin, c'était comme ça. Mais on a eu quand même des discussions notamment avec la communauté française, et ce qui est très frappant, c'est la fermeture totale de la francophonie. Alors là, on est dans un système totalement schizo, puisque d'un côté, l'exigence c'est des visas, faciliter l'immigration, etc., de part et d'autre, vous ne parlez pas le français. Donc, c'est une garantie de non-intégration des personnes. Donc, on est dans une situation qui est vraiment bloquée. Sur le Maroc, je crois que, d'abord, ce qui est frappant quand on regarde le film de la rupture entre le roi et le président français, c'est à quel point il faut attacher de l'importance aux formes. On ne fait pas de la diplomatie en bon camarade. Macron, il arrive, il n'est pas roi. Hein. Il a été élu par le suffrage universel. L'autre, il est roi. Il descend du prophète. C'est une longue affaire. Et on commence pas par le tutoyer. On commence pas par créer une intimité factice. On a eu déjà le coup avec Trump.
Ça ne va pas. Si les diplomates ont pris l'habitude de formaliser leurs relations, c'est pas pour rien. C'est une garantie anti-crise. C'est un système antidérapant, si je puis dire. Et là, on a donc eu une espèce de passage à travers les affaires d'espionnage, de Pegasus, etc. On a eu un passage d'une intimité factice à une inimitié réelle, alors que très franchement, écoutez, c'est peut-être affreux ce qu'ils ont fait. C'est très mal élevé d'écouter le portable de M. Macron, mais chacun sait que dans ce monde tel qu'il est, tout le monde écoute tout le monde, avec tous les moyens qu'on a. Tous les Américains savent à quel moment Poutine va faire pipi. Enfin, c'est comme ça. On est alors c'est pas agréable, mais il faut quand même faire comme si les relations étaient normales. Donc on a cette affaire-là. Et sur le, moi je me rappelle que quand j'étais à l'Assemblée, on abordait le problème du Sahara espagnol. Alors, le Quai d'Orsay disait, voilà la formule. Ils avaient trouvé une formule il y a 20 ans qui était un truc absolument incompréhensible, dans lequel on ne reconnaissait pas le droit du Maroc, mais on ne reconnaissait pas du tout les prétentions à l'indépendance, et on souscrivait au plan marocain d'autonomisation de la zone. C'était un truc. Mais alors, ça a fonctionné. Il me dit, c'est ça qu'il faut dire, il y a tous les éléments. Il fallait pas bouger. C'était abracadabra, sinon la caverne s'effondre. Et puis, en réalité, ce qui a été décisif, c'est ce que Richard a dit, je crois, ça a été le processus d'Abraham. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les relations ont toujours été bonnes entre le Maroc et Israël, il y avait Azoulay, le père de notre ancien ministre, qui était conseiller, personnage extrêmement intéressant, conseiller du roi Hassan II, etc. Ils ont toujours maintenu des relations. Et là, ils ont tout à coup, ils se sont retrouvés dans une situation où tout le monde cautionner ça, puisque en échange de l'amélioration des relations avec Israël, on devait faire un pas du côté sahraoui. Et nous, on s'est retrouvés tout seuls, parce que c'est l'Espagne l'élément décisif. L'Espagne avait bougé, et donc on donnait le sentiment de plaquer sur une querelle personnelle extrêmement vive entre les deux chefs d'État, de plaquer un espèce de retard à l'allumage, et donc une situation d'isolement profond français. Et alors, pour les raisons qui ont été indiquées par Richard, il fallait en sortir. Mais c'est quand même, dans tout ça, c'est pas brillant. Akram Belkaïd. Ni de part, ni d'autre. Oui, je voudrais rebondir sur l'expression des relations pourries jusqu'à la moelle. Je pense qu'il faudrait peut-être préciser qu'il s'agit des relations bilatérales et des relations officielles. Je dis toujours que les relations bilatérales entre les deux pays ne sont absolument pas, mais vraiment absolument pas à la hauteur de la réalité des relations entre les deux peuples. Parce que quand vous mettez de côté les bisbilles officiels, diplomatiques, géostratégiques, géopolitiques, et que vous regardez les gens, les peuples, que vous regardez la société française, que vous regardez la société algérienne, vous prenez la mesure de liens qui sont bien plus importants que ce qu'on croit, et qui ont survécu à 6 décennies d'indépendance. Vous avez des familles de binationaux, vous avez des couples mixtes, vous avez même aujourd'hui en France un phénomène dont on ne parle pas, qui est celui de jeunes femmes issues de l'immigration algérienne qui épousent des franco-français, des Gaulois, comme on dit, j'aime pas cette expression, mais voilà, et qui donc font qu'il y a des familles françaises qui ont de nouveau des liens avec l'Algérie, et c'est une histoire qui dure maintenant depuis 2 siècles. Et par rapport à ça, on a effectivement des bisbilles récurrentes, des fâcheries, des retrouvailles, des sommets, etc. Je pense que l'une des erreurs, par exemple, c'est de mettre le paquet sur la mémoire. C'est de se dire qu'il faut d'abord parler de la mémoire et que le reste va venir. On ne sera jamais d'accord. Jean-Louis et moi, on ne sera pas d'accord, par exemple, sur la qualification de la période coloniale. Tant pis. On ne sera pas d'accord, mais ça n'empêche pas de parler d'autre chose, de voir la question des retraites, l'éducation, les bourses, etc. On a cette volonté absolue de régler par la voie officielle des querelles qui sont normalement le travail des historiens et qui sont aussi le travail de la mémoire de tout un chacun. Et on ne pourra jamais
se mettre d'accord là-dessus. Il est en France très facile d'avoir bonne presse en venant et en disant « moi, je ne reproche rien à la France, je ne demande pas des excuses ». Là, vous êtes sûr d'être accueilli à bras ouverts par beaucoup de gens dans le secteur médiatique. Alors que je pense le contraire. Je pense qu'il faut rester soi-même et dire aux gens, ben voilà ce qui nous sépare sur le passé, parce que tout un chacun a une histoire. Je pense que un fils de harki n'aura pas du tout la même réaction qu'un fils d'un dirigeant FLN. Idem pour les gens qui ont des gens de l'OAS dans leur famille. Il faut faire avec ça, mais ça ne devrait pas empêcher de réfléchir à autre chose, à faire comment on met cette relation exceptionnelle entre les peuples dans un cadre qui faciliterait les choses. Ça avait été Chirac avait essayé. Tant bien que mal, il avait essayé de regarder du côté du traité de l'amitié. C'est pas un hasard si on n'a toujours pas de traité d'amitié entre l'Algérie et la France. On est quand même en 2024, on est plus de 60 ans après l'indépendance. Finalement, Akram vient de donner raison à la suggestion que Jean-Louis avait faite à Le Drian. Oui. Le passé nous sépare. Intéressons-nous au futur. Absolument. Michaela, pour un tout brièvement sur cette idée de traité d'amitié, je crois que c'est très intéressant. J'étais en Algérie avec Chirac à l'époque et il plaquait complètement le traité d'amitié franco-allemand sur les relations franco-algériennes. Et c'est probablement cette erreur parce que effectivement, il y avait le traité de l'Élysée, d'ailleurs, une concomitance du temps assez frappant, hein, la sortie de l'Algérie par les accords d'Évian et en même temps le traité de l'Élysée. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que le traité de l'Élysée, ça marchait parce qu'il y avait aussi la communauté économique qu'on a créée et on a mis en commun nos intérêts économiques en même temps. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant au rapport Draghi. Mario Draghi, mandaté par Ursula von der Leyen en septembre 2023, Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, a donné lundi son rapport dont les recommandations doivent alimenter les travaux de la nouvelle Commission européenne pour les 5 prochaines années. Selon lui, l'Union européenne est aujourd'hui confrontée à un défi existentiel. Si elle ne change pas, elle sera condamnée à une lente agonie. C'est de 800 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an dont l'Union européenne a besoin si elle veut pouvoir financer les réformes nécessaires afin d'éviter de se laisser distancer définitivement par les États-Unis et par la Chine. Un bond significatif qui représenterait 5% du PIB européen actuel, le plan Marshall entre 48 et 51 équivalait à 1 à 2% de ce PIB de l'Union européenne. Face à la Chine et aux États-Unis, l'Europe décroche. Entre l'Union et les États-Unis, l'écart de niveau de PIB s'est progressivement creusé entre 2002 et 2023, passant d'un peu plus de 15% à 30%, tandis qu'en termes de parité de pouvoir d'achat, l'écart s'élève à 12%. Le rapport Draghi découpe la compétitivité européenne en 3 secteurs auxquels une attention particulière doit être apportée. L'innovation, la décarbonation et la sécurité énergétique et économique. L'Europe doit mieux financer ses industries de pointe en ciblant et en coordonnant ses investissements. Elle doit adapter sa transition énergétique et climatique pour en faire une source de compétitivité et non pas de décroissance. Et elle doit s'assurer de réduire ses dépendances stratégiques en revoyant sa politique commerciale et la sécurité de ses chaînes d'approvisionnement. Mario Draghi expose 170 propositions. Les Européens doivent se doter d'une main-d'œuvre qualifiée, miser sur la recherche, achever la construction d'un marché intérieur qui reste inabouti, baisser la facture d'électricité des citoyens comme des entreprises, elle est 2 ou 3 fois plus élevée qu'aux États-Unis, et s'attaquer à la débureaucratisation de leur économie. S'ils veulent réussir, les 27 devront aussi revoir leurs règles en matière de concurrence qui empêchent parfois l'émergence de champions européens, et ils devront veiller à une plus grande cohérence entre leurs politiques commerciales, environnementales et climatiques. Mais surtout, l'Union européenne doit investir massivement dans les technologies propres et le numérique, tout en réduisant ses dépendances, notamment ses dépendances à la Chine. À l'heure de la guerre en Ukraine, elle doit aussi se donner les moyens de financer une industrie de la défense à même de pallier le désengagement annoncé des États-Unis,
que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche après les élections de novembre ou qu'il n'y revienne pas. Mario Draghi n'est pas le premier à s'alarmer du déclin relatif de l'Europe. Souvenez-vous que nous avions traité au printemps le rapport d'Enrico Letta, autre ex-président du Conseil italien, qui avait établi le même diagnostic. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, alors c'est assez inédit. Avant même que Ursula von der Leyen a présenté sa commission, elle a déjà en quelque sorte une 170 propositions sur la table de ce qu'elle devrait faire avec cette commission. Effectivement, c'était elle qui avait demandé à Mario Draghi, qui est resté en mémoire un banquier central du quoi qu'il en coûte. Enfin, il donnera à tout pour sauver l'euro. Whatever it takes. Et donc, son plan est une suite logique de ce qui est inhabituel, en tous les cas, vu d'Allemagne pour un banquier central, c'est-à-dire appelé à faire plus de dettes. Les réactions en Allemagne étaient effectivement aussi très, très prévisibles. Notre ministre de Finances, Christian Lindner, a tout de suite dit d'accord sur le constat, c'est-à-dire un déclin inévitable et un découplage en quelque sorte de la croissance économique aux États-Unis, mais aussi en Chine, si l'Europe n'arrive pas à investir davantage, mais un non, un nein très clair pour un nouveau endettement massif dépassant en proportion largement le plan Marshall de la part de l'Allemagne qui dit regardons le plan après la pandémie où on a vu notamment en Italie beaucoup de milliards non dépensés parce que ou mal employés. Et donc, il y a un scepticisme très fort en Allemagne, partagé jusqu'au sein de la SPD et davantage au sein de la CDU. Et n'en parlant pas de l'AfD, qui est la force d'extrême droite qui monte, qui veut carrément sortir de l'Europe. Donc, je pense que malheureusement, le plan dans sa partie financement est un peu mort-né parce que si l'Allemagne, avec sa force économique et financière, bloque, ça va être très compliqué. En revanche, sur le constat, il y a beaucoup d'avis partagés, notamment sur le plan de la politique énergétique, où on parle déjà de revoir la réforme du marché d'électricité en Europe, mais aussi en termes de politique commerciale. Mais sur ce plan, on peut dire que c'est plutôt la France qui n'est pas totalement d'accord pour une ouverture des marchés comme c'est préconisé. Richard Verly. Vous avez fait référence, Philippe, au précédent rapport italien, si l'on peut dire. C'était le rapport de l'ancien président du Conseil, Enrico Letta, sur l'Europe. Et moi, j'ai le même problème, au fond, avec le rapport Draghi qu'avec le rapport Letta. Mon problème, il est triple. C'est-à-dire que, premier point, ce sont des rapports extrêmement fouillés, mais franchement, qui ne m'ont rien appris. Je n'ai pas vu dans ces deux rapports, et là parlons spécifiquement du rapport Draghi, quelque chose qui n'était pas préalablement documenté, soit par la presse spécialisée, soit même par les rapports que publie l'Union européenne, que publie la Commission européenne. Et donc, alors, soit il n'y avait rien de neuf à dire, première possibilité, où Mario Draghi n'a peut-être pas voulu aller plus loin que la doxa qui existe. Et je pense notamment à trois sujets. Premier sujet, le sujet de la concurrence. Mario Draghi dit qu'il faut revoir les règles de la concurrence et qu'au fond, il faut savoir mieux coopérer entre Européens pour faire émerger ce qu'en France, on appellerait des champions européens. L'expression a été souvent utilisée.
Mais je suis désolé, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas et on va y arriver encore moins dans une époque dominée côté électorat par les partis nationaux populistes qui sont tous pour recréer des frontières, bien évidemment frontières contre les migrants, mais aussi en gros contre les entreprises étrangères et des régimes protectionnistes. Donc la concurrence, je ne vois pas comment on arrive à lever les barrières telles que Mario Draghi le voudrait. Deuxièmement, la question de la défense. La défense, oui, il a raison sur le constat, mais regardez, Michaela est à mes côtés, la difficulté qu'on a concrètement entre la France et l'Allemagne pour accoucher de ces projets tout à fait symboliques et emblématiques que sont l'avion du futur d'une part, le char du futur. Alors on me répondra que tout ça prend du temps, sauf que ce que dit Draghi, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence. Donc on ne peut pas d'un côté dire ça prend du temps et de l'autre regarder et dire comme le fait Mario Draghi qu'il faut bouger maintenant. Et enfin, troisième élément, c'est une fois de plus, peut-être est-ce un syndrome italien, moi je pensais que c'était plutôt un syndrome français. On ne parle pas du fond du problème qui est comment vous faites pour attirer les capitaux en Europe? Comment vous faites pour financer l'innovation autrement que par l'emprunt? C'est ce que propose Mario Draghi avec 800 milliards, le chiffre 800 milliards, et il se prononce pour un nouvel emprunt mutualisé. Mais c'est pas là la question. La question, c'est comment vous faites pour convaincre l'argent qui irrigue le monde, cette énorme masse financière que le monde diplomatique nous décrit quasiment à chaque édition, comment vous faites pour la capter, pour l'intéresser, pour la faire investir en Europe au service de l'innovation. Donc on n'adresse pas la question fondamentale du capital risque, on n'adresse pas la question des marchés des capitaux. Bref, je trouve une fois de plus que c'est un très bon constat, c'est un très bon diagnostic de ce qui ne va pas, mais on aimerait quand même avoir un peu plus de solutions faisables sur ce qui est nécessaire et sur comment ça pourra changer. Je trouve que c'est un rapport érudit mais timide. Akram Belkaïd. Alors, effectivement, je suis d'accord avec Richard, il y a beaucoup de choses qu'on a lues, qu'on voit passer de manière régulière, notamment aussi par les études des think tanks, etc. Et j'ai été aussi intéressé par la dualité concurrence-commerce extérieur, parce que, ma foi, on voit bien qu'il y a il y a un tabou dans l'Union européenne, c'est que l'Union européenne a toujours prétendu être ou vouloir être le bon élève de la mondialisation, c'est-à-dire l'entité géographique qui joue le jeu du libre-échange, quand on voit bien que de part et d'autre, que ce soit en Chine ou même aux États-Unis, on a des réflexes protectionnistes de plus en plus marqués, on le voit bien, mais l'Union européenne continue à faire comme si on pouvait régler la question par plus de concurrence. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette affaire, justement sur la question de l'innovation, c'est que quand on regarde le cas américain, les États-Unis, mais les grandes entreprises américaines sont gavées d'argent public. L'État fédéral, par des dépenses directes ou indirectes, soutient les efforts d'innovation de ces champions et de ces entreprises. Alors qu'en Europe, on sent bien que c'est le grand tabou, c'est le grand interdit. Il y a cette question-là et je pense qu'on ne réglera pas la question de l'innovation en continuant à penser que ce sont effectivement des capitaux étrangers qui vont venir aider. Capitaux étrangers cherchent la rentabilité immédiate, des taux de retour assez importants. Donc c'est un pari. La deuxième chose qui est intéressante, et j'aurais aimé justement qu'on creuse plus dans ce rapport et qu'on m'explique en quoi le lien entre intelligence artificielle et productivité. Et quelles sont les conséquences ? Parce que si on parle de l'intelligence artificielle et qu'on parle de productivité, il faut avoir le courage de dire ce que ça va faire comme impact sur l'emploi. Et là, il n'y a aucune esquisse de raisonnement ou de réflexion sur le social qui est élaborée dans ce rapport. On fait comme si ça n'existe pas et on va encore s'étonner dans quelques années devant les scores des partis populistes et extrêmes. Et une chose pour terminer, sur le marché de l'énergie, heureusement que le consommateur européen a la mémoire courte. Rappelons-nous, les réformes qui ont été introduites sur le marché de l'énergie devaient nous garantir des prix bas. On voit où on en est aujourd'hui. C'est un vrai motif de préoccupation au sein des ménages. Je veux dire que, attention, la crise des gilets jaunes, elle n'est pas très loin.
quand les gens voient leur facture en fin de mois d'électricité ou de gaz ou de diesel ou de fuel, c'est un vrai sujet. Et là, à mon sens, alors certes, il y a des questions géopolitiques qui peuvent l'expliquer, la guerre en Ukraine, la fin de l'approvisionnement de l'énergie bon marché russe, mais tout de même, cette libéralisation du marché de l'énergie telle que Bruxelles l'a imposée aux pays européens est un échec. On ne peut pas dire le contraire. Et il faudrait tout de même avoir le courage de le reconnaître et d'engager peut-être la réflexion, d'élargir la réflexion sur des voies qui n'ont pas du tout été explorées jusqu'à présent. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que la première remarque que je voudrais faire touche à la contribution des Italiens. Je pense que ce rapport, qui vient, comme ça a été rappelé, quelques mois, quelques semaines même, après la publication du rapport de notre ami Enrico Letta, illustre la force intellectuelle et imaginative et la volonté, l'ambition politique de la contribution italienne au développement de l'Union. C'est quelque chose qui est méconnu. On oublie, on attribue toujours en France l'ensemble des résultats au couple franco-allemand. Le couple franco-allemand s'était effondré 3 ans après la CECA sur la question de la CED. Ce sont les Italiens, avec la conférence de Messine, de Martino, le ministre des Affaires étrangères, qui a conclu à Rome, c'est pas par hasard que le traité a été signé à Rome, la relance de l'Union. Ce sont des Italiens, deux personnages assez intéressants, et par leur cynisme l'un et l'autre d'ailleurs, Craxi et Andreotti, qui ont fait le marché intérieur. Le Conseil européen de Milan, etc., c'est pas une création franco-allemande. C'est une création, d'abord, c'est italo-anglo-saxonne, en réalité. Et ensuite, face à une situation extrêmement difficile, qui a été la crise économique de la fin de la première décennie de ce siècle, c'est quand même Draghi qui a pris les choses en main et qui a sauvé l'euro. Et là, c'est quand même très significatif que les deux contributions un peu significatives, un peu importantes à la relance de l'Union européenne, elles viennent de 2 anciens présidents du Conseil, Enrico Letta et Mario Draghi. Je trouve que c'est quelque chose qu'on doit souligner. N'oublions jamais de rendre hommage à nos amis italiens. Ensuite, sur le fond, je crois que ces 2 rapports sont intéressants, comme l'a fait Richard, à mettre en miroir. Il me semble quand même que l'apport... Alors, l'originalité, c'est pas le problème en politique. Le problème, c'est de dire des choses vraies. Même, quelquefois, on fait l'éloge des lieux communs. Il y a un proverbe américain que j'aime beaucoup, qui dit, qui est évidemment un paradoxe, « Stereotypes save time ». Les stéréotypes gagnent du temps, parce que les stéréotypes sont parfois exacts. Et le problème, c'est de savoir si Draghi et l'État ont raison, et s'ils disent exactement la même chose, ce qui n'est pas, à mon avis, tout à fait le cas. Eh bien, là, je pense que le rapport Draghi est quand même quelque chose de très intéressant, notamment pour un public français, qui est, à mon avis, c'est peut-être pas l'avis de tout le monde ici autour de cette table, mais à mon avis, la France est dans un déni total de sa situation économique, sociale, internationale, qui a été manifestée par les conséquences de la dissolution, notamment le programme du Nouveau Front Populaire, qui est une sorte d'anti-programme à bien des égards. Et ce que nous rappelle fondamentalement Draghi, c'est que le problème général des Européens, et plus particulièrement et de façon plus accentuée, celui de la France, c'est qu'on ne peut pas sauver le pouvoir d'achat sans croissance, qu'on ne peut pas faire de la croissance sans gain de productivité, et qu'on ne peut pas faire de gain de productivité sans accompagner la révolution technologique dans toutes ses formes. Et je crois que là, c'est quand même assez clair le rapport entre les gains de productivité et la technologie. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui, au moment où M. Barnier est confronté à des demandes de pouvoir d'achat. Il faut voir que ce que les Français appellent le pouvoir d'achat, c'est prendre de l'argent là où il n'est pas. C'est-à-dire, soit on prend de l'argent aux générations futures par un accroissement de l'endettement qui est plus possible, soit on prend de l'argent aux autres
à l'État, c'est-à-dire à soi-même. Et sinon, la seule solution, et là, les comparaisons faites par le rapport Draghi entre l'évolution des États-Unis et l'évolution de l'Europe au cours des 20 dernières années est éclatante. On voit à quel point les gains de productivité ont été porteurs d'une augmentation très très forte du pouvoir d'achat aux États-Unis. Nous n'avons pas baissé le pouvoir d'achat, mais ça a cessé d'être une variable importante aux yeux des Européens. Donc là, cette découverte-là, elle est fondamentale. Et accessoirement, sur les conséquences sociales, je crois que ce qui s'est passé aux États-Unis montre plutôt que cette révolution technologique n'a pas été contraire à l'amélioration de la situation de l'emploi. Je ne dis pas que ce soit valable pour l'avenir. C'est toujours le tandem qui a été fixé des Vespasiens qui ne voulaient pas développer la technologie pour maintenir l'emploi. Il est réel et on ne sait pas si demain, ça se produira comme hier. Hier, on a vu que la révolution technologique ne détruisait pas l'emploi. Il n'est pas évident que ça se reproduise. Donc le problème est... Mais en tout cas, expérimentalement, empiriquement, ce qui s'est passé est là. Donc je pense que ça, c'est une leçon très fondamentale. La troisième leçon, c'est l'urgence. Je crois que c'est là, il sonne le tocsin. Il dit c'est pas une mort lente qui nous est annoncée. C'est une mort à échéance de 10, 20 ans. Et il montre déjà qu'on a énormément décroché par rapport à l'agenda de Lisbonne que l'Union européenne avait passé en 2000, pas le traité, l'agenda, où on avait dit qu'on allait faire la grande révolution technologique, on n'a rien vu venir. On est dans une situation tout à fait d'extrême urgence. L'autre leçon qui est importante, c'est qu'il faut effectivement renouveler l'approche. Et c'est là où il y a un rapport avec le rapport l'État. L'État, lui, dit, et il a largement raison, si ça n'a pas marché suffisamment, c'est qu'on n'a pas été au bout de la logique du marché intérieur. Et notamment, il met en avant, de façon à mon avis très convaincante, l'inachèvement de l'intégration du système financier. C'est d'ailleurs ça qui est important, et c'est là où il y a une limite au rapport Draghi, c'est qu'on ne va pas, effectivement, c'est un chiffon rouge pour les Allemands, Michaela l'a rappelé, que de dire qu'on va emprunter. En réalité, ce que montre l'État, c'est que notre système financier n'est pas est trop cloisonné, et ça s'aggrave actuellement, puisqu'on donne des facilités aux banques américaines qu'on refuse aux banques européennes. Notre système financier n'est pas adapté par sa taille, par son unité, par sa souplesse, à la nécessité d'être cette pompe aspirante et foulante qui permet de nourrir le débat. Et la dernière chose, c'est qu'en réalité, ce qui est en pointillé derrière le rapport Draghi, et qui n'est pas en pointillé derrière, qui n'est pas évoqué réellement par le rapport l'État, c'est que le nouveau modèle doit être un modèle différent. La concurrence est totalement, la concurrence libre et non faussée, etc., totalement maintenue à l'intérieur de l'Union européenne, mais qu'on est obligé d'avoir dans les rapports du continent européen avec le reste du monde une relation beaucoup moins angélique. Et de ce point de vue-là, l'exemple fourni par l'IRA, c'est-à-dire par la politique de M. Biden, est évidemment la référence fondamentale de Draghi. Et là, j'ai été très frappé qu'avant même la publication du rapport Draghi, la commissaire danoise, Mme Vestager, a dit « Nous ne voulons pas de ça, c'est contraire à tous les canons de la beauté libérale ». Donc là, il y a un vrai débat, mais ce rapport Draghi, c'est d'abord un message pour nous, qui s'adresse à nous, car il vise très directement l'ensemble de nos contradictions. Je vous remercie. L'heure est venue de notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je voudrais inaugurer, au fond, en parlant de l'équivalent d'un rapport Draghi pour la France, dont je m'étonne qu'il n'ait été signalé, à ma connaissance, par aucun journal, en tout cas par aucun des journaux que je lis, à part par l'opinion. Il s'agit d'un livre d'Antoine Fouché, qui s'intitule « Sortir du travail qui ne paie plus » aux éditions de l'Aube. L'auteur constate que pendant les 30 Glorieuses, le niveau de vie a augmenté de 5% par an, ce qui permettait de le doubler en 15 ans. Aujourd'hui, ce niveau de vie augmente de 0,8% par an, autrement dit, il faut travailler 84 ans pour vivre 2 fois mieux. Le mouvement qui voulait que l'on vive de mieux en mieux en travaillant de moins en moins grâce à un travail de plus en plus productif est stoppé. Les travailleurs actuels doivent travailler davantage que leurs parents sans avoir l'espérance de vivre réellement mieux qu'eux.
après un constat qui est extrêmement documenté, que propose Antoine Fouché? De réindustrialiser, d'investir dans l'éducation, dans les compétences et dans l'innovation, alors que nous surinvestissons dans les retraites et la protection sociale, ne plus faire reposer sur les travailleurs l'essentiel de la fiscalité, car nous taxons le travail 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites et 1,5 fois plus que la rente. Remettre à plat la fiscalité suppose de soulager le travail de 100 milliards d'euros, de taxer les 10% des héritages les plus élevés et des retraites les plus substantielles, et de créer une TVA de souveraineté, par exemple sur les biens intensifs en carbone importé, comme les voitures produites en Asie, qui seraient soumises à une TVA de 25%. Enfin, la moindre originalité de ce livre, que je viens de résumer maladroitement et à grands traits, n'est pas de proposer pour cette remise à plat de la fiscalité un référendum qui définirait un nouveau contrat social fondé sur le travail. Akram Belkaïd. Oui, alors pour faire écho au premier sujet que nous avons abordé, je voudrais signaler un livre collectif sous la direction des historiens Marie Chaumineau et Sébastien Ledoux. Ça s'appelle « Algérie, la guerre prise de vue ». Alors c'est un ouvrage qui parle de photographies prises pendant la guerre d'Algérie, notamment par des appelés, mais pas toujours, et qui déroule le fil de cette guerre selon tous les angles, selon tous les acteurs et tous les événements de cette période-là qui va de 54 à 62. Et si vous me permettez, en deuxième recommandation, là c'est plutôt quelque chose qui, cher Philippe, va vous intéresser. C'est un livre c'est un essai de Claudio Magris, qui est le romancier et essayiste italien. Ça s'appelle « Figures de proue, ses yeux de la mer » et c'est un livre qui est dédié aux figures de proue des navires. Et donc, où l'auteur dit tout son intérêt, tout son amour pour ces figures de proue. Alors, il y a quelques mâles, mais lui, ce qui l'intéresse, c'est plutôt les femmes. Et donc, ces femmes qui tiennent l'océan en respect, qui protègent le navire du mauvais œil et du mauvais sort. Et c'est absolument brillant comme écriture. Quelques belles figures de proue au musée de la Marine, nouvellement alors, il fait le tour des musées, et puis il raconte, il y a plein de légendes autour de ce commandant de navire qui dort avec sa figure de proue, la jalousie d'une femme à l'égard d'une figure de proue d'un navire. Enfin, c'est très brillant et c'est très érudit et c'est bien écrit. Michaela Wiegel. Oui, alors moi, c'est beaucoup moins drôle, comme dirait Jean-Louis Bourlange. Je pensais que c'était intéressant de s'intéresser en attendant le gouvernement à la pensée de Michel Barnier. Il se trouve qu'il avait publié son journal avec un titre qui est assez parlant et qui va bien sur notre époque aussi, La Grande Illusion. Et ce que je trouve frappant de le lire aujourd'hui avec le recul, c'est que, alors tout d'abord, il a pas mal de passages sur Marine Le Pen, donc c'est intéressant, même pour elle, de relire ce qu'il pense réellement d'elle et de sa démarche. Et deuxièmement, un fil rouge de ce journal secret du Brexit, c'est justement à chaque fois de dire les mêmes angoisses qu'on a constatées en Grande-Bretagne, ils existent en France et on aura les mêmes populistes si on ne prenne pas garde. Et je crois du coup c'est assez parlant pour le relire et c'est paru en version de poche récemment. Oui, j'en avais fait le compte-rendu dans une émission pour dire à la fois tout l'intérêt qu'il y avait au point de vue de la documentation et tout le côté, malheureusement, je vois à la taille du volume que vous avez sous les yeux que l'éditeur n'a pas cru, en passant dans la version de poche, alléger ce livre d'un certain nombre de lourdeurs et notamment le côté absolument insupportable que Michel Barnier se croit obligé de nommer tous ses collaborateurs en disant que chacun, celui-là était bien, celui-là était encore mieux que bien, celui-là était encore mieux que bien. Et au fond, on se pense, je pense, il y a des gens qui parlent que d'eux-mêmes. Exactement. Mais je pense que précisément, ça n'est que pour parler de lui-même et dire à quel point il est entouré de gens admirables que Michel Barnier le faisait. Mais Richard Verly. Eh bien, c'est peut-être ça la condition du compromis, Philippe, de flatter les collaborateurs et de flatter ceux. Non, il faut flatter les ennemis, ceux pas avec les collaborateurs. qui vous travaillez. Je parle du compromis parce que, alors,
il y a un éditeur qui va être content aujourd'hui, c'est les éditions de l'Aube, puisque vous les avez cités. Et je vais les citer à nouveau. Ce livre sorti déjà il y a quelques mois, de Laurent Berger, l'ancien patron de la CFDT, le syndicat, et Jean Viard, le sociologue, qui par ailleurs, je crois, est le patron, c'est le fondateur des éditions de l'Aube. Ça s'appelle « Pour une société du compromis », un mot évidemment important en ce moment. Et je trouve que c'est très bien vu parce que ça explique que le compromis politique, qui est celui qu'on recherche à la fin, il ne peut être que le résultat d'une société de compromis. C'est-à-dire il faut à la base arriver à générer la volonté de compromis dans les différentes strates de la société, y compris au sein de l'entreprise. Et là, on arrivera à des compromis politiques. C'est assez brillant et en tout cas très pédagogique. Jean-Louis Bourlange. Oui, alors moi, je ne sais pas très bien quoi dire, parce que je suis engagé dans des tas de lectures simultanées que je n'ai pas achevées. Le livre dont j'aurais bien fait l'éloge, mais ça a été, je crois, traité par vous, c'est le livre de Michel Vinocq sur Pompes funèbres, sur les... Donc, mais comme vous le savez, on a le droit d'avoir des opinions complémentaires ou divergentes. Il n'y a rien de complémentaire à ce que vous avez dit. Par ailleurs, je suis engagé dans la lecture du livre de Jean-Michel Blanquer, qui me paraît quand même très très intéressant. C'est quand même une chronique de la Macronie tout à fait intéressante. Et je viens de recevoir, bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec Thierry de Montbrial sur un certain nombre d'options, le rapport Ramsès, dont les rubriques sont extrêmement claires. Moyen-Orient, la recomposition sans fin, États-Unis, l'Empire inquiet, l'Union européenne, un destin contrarié, oui, tout est dit. Et puis, et voilà, je suis au milieu de tout ça. Et je pense simplement, le dernier livre sur lequel je suis engagé, c'est celui qu'a évoqué Philippe, le livre d'Antoine Fouché. Je crois que c'est très intéressant parce que ça renouvelle un peu le problème du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la gauche, dans ses formes un peu rudimentaires, dit le pouvoir d'achat est effondré, ça va pas du tout, etc. Ce que montre Fouché, c'est que le pouvoir d'achat continue à progresser légèrement. Il n'est pas dégradé. Il continue à... Certes, il y a des formes de consommation qui rendent plus difficile un certain nombre de choses, des cas sociaux, notamment la rupture des équilibres familiaux, tout un ensemble de choses. Mais globalement, le pouvoir d'achat progresse. Mais ce qui montre, c'est que cette progression est infiniment inférieure à ce qu'elle était aux époques héroïques des 30 Glorieuses et dans la décennie qui a suivi, et que donc la référence à la progression du pouvoir d'achat n'existe plus dans la tête des gens. Donc, ils ont l'impression de manquer, mais surtout, ils n'ont plus l'impression d'être sur un parcours qui permettra à leurs enfants, à eux-mêmes, dans quelques années, de vivre mieux, à leurs enfants de vivre mieux. Et d'où un sentiment très profond de déclassement, accentué, évidemment, par la smicardisation des revenus, puisque à chaque fois que le SMIC remonte sans que les autres revenus remontent, ça veut dire que par votre travail, de toute manière, pour un grand nombre de gens, vous ne progressez pas en termes de revenus. Je crois que c'est une façon de poser le problème du pouvoir d'achat en termes relatifs qui est très intéressante. Lisez donc Antoine Fouché, Sortir du travail qui ne paie plus, aux éditions de l'Aube, et lisez Michel Vinocq, Pompes funèbres, aux éditions du Seuil. C'est quand le travail a fini. Vous pouvez passer de l'un à l'autre. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium. Je remercie Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, et Olivier Magloire, qui veille aux plateformes de financement. Marion Boisard, qui a enregistré pour le studio L'Arrière-Boutique notre conversation. Julien Neuville et Nouvelles Écoutes, qui la produisent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le premier épisode de notre série, si c'est pour la culture, on a déjà donné, avec Thomas Pathé autour des cabarets des années 50 à 75, et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.